Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Charles de Point de vue de campagne. Nous allons traiter aujourd'hui d'une production où la notion d'hier n'est pas si ancienne et pour cela nous allons vers une production promise, un bel avenir qu'elle a déjà conquis aujourd'hui dans le massif vosgien, mais pas que. Le plus ancien que nous allons voir, ce sera 1974, où un pionnier, par ailleurs animateur de l'association vosgienne d'économie montagnarde, l'AVEM, est à la recherche de productions susceptibles de valoriser les sols et la main-d'œuvre des exploitations de montagne, et il a trouvé une production complémentaire nouvelle, mais bien adaptée au contexte des Vosges. Il est certain que dans les années 70, le défi était d'améliorer le revenu des agriculteurs, car les seules ressources issues de la production laitière, majoritaire dans le département des Vosges, pouvaient être insuffisantes, notamment dans les petites structures où il restait de la main-d'œuvre disponible. Face à ce défi, il y avait deux options possibles, soit l'adjonction d'une production animale hors sol, donc volaille, porc, veau éventuellement, ou l'autre option était dans le domaine végétal avec des petites surfaces, eh bien c'est surtout la production de petits fruits. Il était déjà bien connu la production de fraises, de framboises, mais Michel Touvenin, avec un certain nombre d'agriculteurs, allait implanter et développer une production qui était jusque-là complètement inexistante, la production de myrtilles, connue dans le département dans sa forme sauvage. On va parler d'une variété différente, cultivée essentiellement en Amérique du Nord. Aujourd'hui, cette production s'est implantée dans les Vosges de façon significative, mais bien loin de ce que nous connaissons en Amérique du Nord, au Canada, États-Unis, mais aussi dans de nombreux pays d'Amérique du Sud, notamment le Pérou, d'Afrique, le Maroc, ou bien en Inde. Elle est tellement importante que ce pourrait être l'occasion de faire un inventaire de cette situation au niveau mondial. Au travers de ce sujet, je vais mettre en perspective ce qu'elle était hier et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Eh bien, je vous propose de parler d'hier au travers de l'implantation de cette production dans le courant des années 70 avec le témoignage de Michel Touvenin, l'instigateur de cette nouvelle production dans les Vosges, mais pas seulement. Cela est parti de l'importateur des premiers plants qui était installé en Savoie. Par ailleurs, on verra avec sa femme Paulette les conditions de la récolte et du conditionnement avec l'équipe de jeunes cueilleurs qu'elle recrutait. On poursuivra au travers de la production et de la valorisation des fruits de ces arbustes. Même s'il est un des plus anciens producteurs, il a aujourd'hui une activité bien installée avec des perspectives et il s'agit de Roland Ballandier, producteur au Girmont-Val d'Ajol, associé aujourd'hui avec sa fille Agathe dans le GAEC Ballandier-Bleuet au domaine des haies-vallées. Je vous laisse écouter leurs témoignages et ils sont très intéressants et illustrent les premiers pas d'une production et de son maintien. Il est certain que cette production garde un grand intérêt car la France est un importateur net de ce fruit qui s'implante de façon régulière sur le marché français et dont les consommateurs sont très friands. Par exemple, en 2019, on estime que la consommation française de myrtille a doublé en un an. Cependant, cette hausse profite essentiellement à l'importation puisque la France ne produit que 11% de cette consommation. Et puis je vous le dis, je vous le redis, si vous avez aimé un petit pouce bleu, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, éventuellement actionnez la petite cloche qui vous permettra d'être informé dès la sortie de nouveaux sujets. La première plantation, tu l'as faite quand ? Celle-ci, elle date de 1974. Et il y en avait eu des plantés avant ? Non, jamais. C'était le premier. C'était là parce qu'on les a fait venir de l'Amérique en 1972. Tu verras ça avec la lettre de livraison. Et qui venaient donc des États-Unis. Et ils ont été plantés où ceux-là ? Ils venaient de l'université de l'Ohio. Et ça avait été planté à quel endroit ceux-là ? Ici, c'était donc à Cleury, 150 plants, pour essayer de voir sur les variétés qu'il y avait. Il y avait 9 variétés. Celles qui étaient réputées, réputées bonnes pour la montagne, l'altitude, etc. Et comme j'avais été faire un stage à l'école ici en Haute-Savoie, il y avait un ingénieur, M. Billard, qui m'avait bien expliqué
tout ce qu'il fallait faire. Et dans l'huile aussi, ils développaient là-bas chez eux. C'est comme ça qu'il m'a beaucoup appris. Alors, c'est là que j'en ai pu se dire, on a fait venir certaines variétés pour, en pensant, pas trop tardive, pour ne pas avoir à pouvoir les récupérer quand même pendant la saison, et pas trop hâtive pour qu'elles ne gèlent pas au printemps. Alors voilà, et de cette plantation-là, sur les 9 variétés qu'on avait sur les 150 plants, il y a eu 4 variétés qu'on a retenues. Alors, pour l'exemple là, et c'est à partir de là qu'on a trouvé des producteurs et qu'on a pu faire l'essai avec pas l'essai, l'étude, avec l'Ensaya. Voilà, en ce moment, alors, au bout de près de 50 ans, alors, il y a une chose à dire. Il y a une chose à dire, et ça, c'est moral. Pour être paysan dans l'âme, si on peut dire, l'expérience que j'avais vécue, notamment à la FDSEA, puis surtout l'expérience que j'avais de la multiplication du paddy en Indochine, parce qu'une fois par semaine, j'allais avec la mission agronomique pour sélectionner le riz. Alors, je m'étais un peu inspiré de ça, en se disant comment on va pouvoir sélectionner quelque chose, comment qu'on va pouvoir multiplier, comment qu'on va pouvoir, etc. Et tout ça, ça m'intéressait. Par conséquent, c'est pourquoi je préférais. On n'avait pas de référence sur place. Ici, il n'y en avait pas qui cultivaient. Il y avait juste une petite plantation qui existait à l'arboretum de Remiremont, la demoiselle. Mais c'était pour l'ONF, pour voir ce que c'est. Et ça n'a jamais été récolté. Les premiers qui ont été cultivés, ça a été ça. Et à partir de là, on a pu faire venir les gens, voir, on mettait un article dans le journal en disant tel jour, les framboisiers, et complément après, il vient au départ les fraises, après il vient les framboises, après il vient les bleuets, après il vient les noisettes, etc. Entre-temps, les pommes, mais ça, c'était pas ici le grand pays pour ça. Mais je parle simplement de ce qu'on pouvait vendre à cause de justement l'expérience, encore une fois, de la FDSEA. Il ne fallait pas qu'il y en ait quoi que ce soit, qu'on ait des pas d'invendus. Il était exclu. Et le président Braun insistait aussi là-dessus en se disant nos références, c'était l'authenticité. Ce qu'on appelle aujourd'hui le bio, nous on appelait l'authenticité. Et alors ça voulait dire que vous voyez le grillage là, il y avait la propreté des fruits qui étaient garantis, les oiseaux ne venaient pas dessus, le renard ne venait pas les manger, etc. On voulait bien, ce qui se développe beaucoup aujourd'hui, c'était déjà l'idée de départ de cette affaire-là. Dans le groupe des RL, nous avons Vaccinium myrtillus, la myrtille sauvage, notre brimelle, mais aussi Vaccinium corymbosum, la myrtille de culture. Il existe d'ailleurs aussi d'autres espèces. Effectivement, c'est les mêmes constituants, sauf que le produit, l'intoxicant, le produit actif, le principe actif, est dans la brimelle, ce qu'on appelle comme ça, dans la chair et dans la pulpe, tandis que pour le bleuet, il est dans la pulpe, seulement pas dans la chair. Ah oui. C'est ça, la nuance. Alors, par conséquent... La pulpe plutôt dans la peau. Voilà, c'est ça. Alors, résultat, ça a été un calcul incroyable grâce à ça. Alors, par exemple, pour tirer le meilleur parti possible du bleuet, au point de vue des produits dérivés, c'était important de savoir comment on pouvait extraire dans le fruit le principe actif qui a existé. Normalement, il fallait passer par une centrifugeuse. Mais avec l'Ensaya, on a démontré qu'on pouvait passer par la congélation qui détériorait en partie la pulpe, que ça évitait de passer par des centrifugeuses. Autrement dit, c'est pour ça qu'on a eu recours
à la maison Thirier, et Claude Thirier, qui était donc le PDG à l'époque, nous a été très très utile parce qu'il nous a conservé, je sais plus, 3 tonnes ou de l'ordre-là, en congélation, pour montrer qu'après on pouvait... Et il s'est trouvé, mais tu le verras, qu'il avait aussi l'utilité de tirer profit, puisque c'était prévu dans l'étude de l'ENSAIA, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça, notamment les sirops, l'alcool, etc. L'idée dominante pour moi, je savais très bien ce qu'il fallait faire pour qu'on n'ait pas excellent produit après. C'était pas l'idée de ne plus savoir quoi faire et de détruire. Il fallait essayer de voir ce qu'on pouvait faire. Et il y avait une gamme qui a été ouverte grâce à l'étude, pas croyable, protégée. À l'INPI, la marque Bluet, il n'y avait pas 50 raisons. On ne pouvait pas mécaniser en montagne. C'était par rapport à Enzel. Alors simplement, il fallait que ça demandait plus de soins, plus d'attention, et puis surtout du morcellement, parce qu'on ne pouvait pas faire des grandes surfaces, quelques arcétos, par exemple. Mais alors, c'était soigné, pas possible. Alors, résultat, on avait déposé la marque Bluet avec l'accord du Ballon des Vosges pour que ça touche pas seulement le riz, mais simplement le massif qui répondait aux critères de classification de communes de montagne. Et il y en avait, bien sûr, il y en avait 147 pour les Vosges, mais il y en avait pour le Bas-Rhin, un peu pour le Bas-Rhin, pas beaucoup, surtout pour le Haut-Rhin, et puis etc., la Haute-Saône, le Belfort, le Belfort. Alors, ça, voilà à peu près l'histoire du Bluet au départ. Et pour en arriver à ce qu'on puisse mettre sur le marché un produit sain, parce que à l'époque, on recherchait, à l'époque, on est dans les années 70, hein, alors il n'y en avait pas beaucoup qui recherchaient à faire tirer parti des petits espaces en faisant des productions diversifiées, mais valorisées. C'était ça l'histoire. La récolte dans les années 70-80, comment ça se passait? Eh ben, j'avais quelques jeunes filles qui m'aidaient. Et puis la famille, c'était très bien organisé. Michel mettait tout en conditionnement. Nous, on ne quittait pas la plantation. Notre fils faisait les va-et-vient pour ramasser les fruits. On ne les touchait qu'une fois en cueillant. Et Michel n'y touchait pas. Il mettait dans les barquettes et c'était vendu le soir même. Ça représentait quelle quantité, ça? Il y a, les meilleures années dans notre plantation, c'était 100 kilos par jour. On faisait 1,5 tonne. Ah oui. Donc ça faisait combien de jours de récolte, ça? Bon, au début, moyen. Et puis, à partir du mois d'août, tout le mois d'août, c'était la bonne. Et puis après, ça déclinait. Et puis après, voilà, on taillait. Les gosses, donc, étaient présents? Ah oui, on avait 5-6 jeunes filles qui venaient le matin de 8h30 à 11h et de 1h30 à 5h. Et c'était des excellentes cueilleuses. Alors, pour animer un tout petit peu, on jouait à des jeux, on devinait la publicité à la télé, n'importe quoi, et on faisait une très bonne équipe. On cassait la croûte dans la cour avec nos cueilleurs. Il y en avait bien 5-6. Et il y en a une qui avait fait, à ce temps-là, 900 francs pour la cueillette des... Elle a dit, je vais m'acheter un beau blouson en cuir à Cora. Vous voyez? Eh bien, vous venez de découvrir la première partie de ce sujet sur la myrtille, qui a été essentiellement autour de l'historique et de la contribution de Michel Thouvenin. Mais comme je vous le disais, il y aura une suite et ce sera Roland Ballandier qui vous traitera cette situation aujourd'hui afin de mettre en perspective ce qu'était la production de la myrtille hier et ce qu'elle est devenue. Et puis, comme je le dis à chaque fois, si vous avez aimé, un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est encore fait. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement. À bientôt.